Bastien Sipil, bonsoir. Bonsoir Anne. Vous êtes fondateur de la plateforme covoituragelibre.fr. Oui, alors plus exactement, je suis président de la plateforme. La plateforme a été créée en 2011 par un homme qui s'appelle Nicolas Reynaud. Président, pardon. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette plateforme ? Bien sûr, volontiers. La plateforme Covoiturage Libre est une plateforme de covoiturage comme Blablacar. La différence principale avec Blablacar, c'est pas une différence de fonctionnalité, c'est une différence de modèle entrepreneurial qui est derrière la plateforme. Nous, derrière Covoiturage Libre, c'est une association. Donc ça veut dire que la plateforme appartient à l'ensemble des associés de l'association. Elle n'appartient pas à quelques fonds d'investissement privés comme peut l'être Blablacar. Premièrement, et deuxièmement, que les décisions qui sont prises dans l'intérêt de la communauté. Donc par exemple, sur notre plateforme, il n'y a pas de commission sur les trajets. Donc, ça, c'est généralement la principale différence qu'on retient de Covoiturage Libre par rapport à Blablacar, c'est que nous, on ne prélève pas une commission à chaque fois que vous faites un trajet sur notre plateforme. L'histoire de la plateforme, c'est précisément construite autour de cette question de la commission. En 2011, ce qui était jusqu'alors un site web qui s'appelait covoiturage.fr, s'est renommé Blablacar. C'est le moment où Frédéric Mazzella a trouvé un modèle économique pour son site web, et ce modèle économique, c'était celui de la commission. Parce qu'il rentrait dans un modèle qui devait devenir plus rentable, sinon équilibré, lié à des investissements, et il a mis en place cette commission, et à ce moment-là, une partie de la communauté des covoitureurs a décidé de ce qu'on appelle forquer dans le langage informatique, c'est-à-dire de prendre une autre direction en disant « Ok, nous, la commission, on n'en veut pas ». Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre propre plateforme pour avoir un site qui à la fois nous appartienne et sur lequel on n'est pas à payer de commission. Et c'est à ce moment-là que la plateforme est née. Donc finalement, si je comprends bien, vous êtes venu remettre de la solidarité et de l'engagement dans une plateforme collaborative. Est-ce que c'est un enjeu qui est important pour vous à l'heure du tout collaboratif qui est lié à la transition digitale ? Ouais, alors effectivement, c'est bien que vous me posiez cette question parce que je crois que c'est vraiment une question centrale aujourd'hui qui se pose à tous les acteurs de la solidarité. Et donc j'en parle d'autant plus volontiers qu'aujourd'hui on est dans le cadre du Forum national des associations. En 20 ans, la solidarité s'est fait disrupter par le numérique. Les actes les plus concrets, les plus quotidiens de la solidarité, aujourd'hui, sont médiés par des plateformes numériques. Si vous voulez prêter votre canapé à quelqu'un qui en a besoin pour la nuit, aujourd'hui, vous passez par couchsurfing.com. Si vous voulez prendre quelqu'un dans votre voiture, parce que vous avez de la place dans la voiture et que vous êtes prêt solidairement à partager cette place avec quelqu'un, vous passez par covoiturage dans le meilleur des cas, mais souvent par Blablacar. Et du coup, c'est un peu à double tranchant. Il y a un côté de ça qui est extrêmement positif. On n'a jamais eu autant d'actes de solidarité grâce à ces plateformes. Le nombre de covoitureurs a explosé grâce à Blablacar. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre au crédit de Blablacar. Et donc, dans cette transformation numérique de la solidarité, il y a évidemment une extension phénoménale de la capacité de solidarité des gens. Donc ça, c'est génial. Mais d'un autre côté, il faut comprendre que à chaque fois qu'un acte de solidarité est médié par une plateforme, il est pris dans une plateforme qui appartient à une entreprise. Donc dans la médiation, en fait, il y a une forme de privatisation de l'acte de solidarité. J'espère que je ne pars pas trop loin dans mon monde, mais je pense que dans la disruption que le numérique a fait sur le domaine de la solidarité, il y a quand même un segment d'ubérisation qui est assez important, assez préoccupant. Mon point n'est pas de dire il ne faut pas de Blablacar. Mon point est de dire il faut qu'il y ait des segments de solidarité qui restent absolument solidaires, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas privatisés par des plateformes appartenant à des entreprises. Et que donc à côté d'offres entrepreneuriales de plateformes collaboratives, il faut qu'il y ait des offres associatives de plateformes collaboratives. Et c'est possible. Covoiturage libre, 2 000 € de budget par an, format associatif. On a fait plus de 850 000 trajets, on a plus de 200 000 conducteurs. Donc ce n'est pas un problème de capacité financière, ce n'est pas un problème de capacité technique, c'est un problème de confiance en soi et de se lever un matin en se disant « Ok, maintenant, on va faire différemment. » Et dans la vie, il n'y a pas que les licornes, il y a aussi d'autres façons de faire du numérique.
Finalement, votre modèle, c'est moins c'est moins la transition numérique des associations, c'est plutôt la transition solidaire des plateformes collaboratives, en quelque sorte. Absolument. Absolument. Et du coup, quand je présente Covoiturage Libre, souvent, je dis, on construit le Wikipédia du covoiturage. Parce qu'il y a des exemples magnifiques qui existent. Je pense à Wikipédia. C'est quand même juste génial, Wikipédia. Wikipédia, c'est une fondation, c'est des associations. Et c'est le 4e site du monde. Okay, donc on peut le faire. OpenStreetMap, pardon. OpenStreetMap, c'est pareil, c'est une association, c'est génial. Les mecs sont sur leur vélo, dans leur voiture et tout, avec leur GPS, et construisent une carte qui est une carte sous format associatif. Et c'est hyper important, la carte. Donc il y a plein d'exemples qui montrent qu'on peut avoir des grandes plateformes collaboratives sous un format associatif. Il faut juste, un moment, arrêter de se dire « Oui, mais c'est pas possible, je vais pas pouvoir financer mon investissement. » La question est ailleurs, en fait. La question, est-ce que c'est de se dire faire la juste distinction entre coopératif et collaboratif? Oui, c'est exactement ça. Parce qu'il y a en plus un glissement sémantique que je trouve extrêmement préoccupant. J'organisais l'autre jour une conférence dans laquelle on avait invité Uber. Vous voyez Uber, hein, les voitures noires et tout. Et un projet entrepreneurial qui s'appelle Moutoum. Les mecs ont fini leur intervention en disant qu'ils étaient d'économie sociale et solidaire. Alors moi, de deux choses l'une, soit les mots ont un sens et je vais continuer à les utiliser, soit ils n'ont plus de sens et je vais juste arrêter. Parce que si Uber c'est de l'économie sociale, il y a juste un énorme problème. Alors qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est que les gens sont en train de confondre le modèle collaboratif et un modèle d'économie sociale de type coopératif ou associatif et tout. Pourquoi? Parce que dans le collaboratif, il y a un truc qui est cool, quoi. On collabore. Ok, mais on collabore avec qui? Avec l'entreprise qui détient la plateforme. Il ne faut juste pas l'oublier. Vous êtes des clients d'une plateforme qui appartient à Blablacar, c'est-à-dire à des fonds d'investissement américains. Point barre. Vous n'êtes pas sociétaire de Blablacar. Donc je pense qu'il faut bien distinguer ce qui est de l'ordre du coopératif ou de l'associatif et ce qui est de l'ordre du collaboratif. Et aujourd'hui, les deux segments ne se recouvrent pas du tout. Un petit mot pour conclure. Vous pensez que le secteur associatif a des atouts face à ces licornes dont vous parliez tout à l'heure? Je pense absolument que le secteur associatif a des atouts, parce qu'en fait, dans le mode d'organisation du collaboratif, on est très proche du mode d'organisation du secteur associatif ou du secteur coopératif. Nous, à Covoiturage Libre, on n'a aucun moyen. Comment est-ce qu'on fait 850 000 trajets par an? Pas par an, depuis notre création. On fait ces trajets parce que les gens qui, sur le terrain, partagent leur voiture, sont sensibles, dans leur acte de collaboration, au fait qu'on soit une association. Donc il y a une résonance de valeurs entre les associations d'une part et les plateformes collaboratives. Et c'est cette résonance de valeurs qui fait qu'on peut voir naître des grandes plateformes collaboratives sous un format associatif. Parce que c'est difficile, et Blablacar est très remis en question sur le terrain, et je le dis avec beaucoup d'amitié pour l'équipe de Blablacar, c'est pas du tout la question, mais c'est vrai que ça pose question à la communauté de covoitureurs de voir que la richesse qu'ils créent ensemble est extraite de la communauté pour aller dans une entreprise privée. Or, une association, c'est pas ça qui se passe, et du coup, ça donne un supplément d'âme qui est important pour une plateforme collaborative. C'est une très belle perspective. Merci. Merci.